Bienvenue sur Naissance en conscience, le podcast dédié à la maternité sacrée et holistique. Ensemble, nous allons explorer toutes les facettes de la naissance, du désir d'enfant au premier mois de bébé. Ici, tu découvriras des récits inspirants et profonds de femmes qui choisissent une approche un peu différente et consciente de la naissance. À travers leurs témoignages émouvants, on va essayer de comprendre comment ces femmes transforment leur expérience de naissance en un moment puissant de connexion en profondeur avec elles-mêmes, avec leur bébé et le grand tout, même quand elles semblent traumatiques. Que ce soit par des accouchements naturels, à domicile ou encore en milieu hospitalier, chaque histoire révèle la force, la sagesse et la médecine des mères qui embrassent pleinement ce moment unique et transformateur. Je suis Marie-Laetitia Rousseau, je suis doula sur Béthune et Lille, également disponible en ligne, et j'accompagne les couples vers une parentalité en conscience pour remettre du sens dans chacun des aspects de leur parcours. Aujourd'hui, je vous invite à explorer les voies de la naissance avec authenticité, respect et une profonde compréhension du pouvoir féminin. Alors, installez-vous confortablement, prenez une pause bien méritée, un thé, un café et plongez dans l'univers fascinant de la naissance et des bébés. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on est là avec Joséphine qui a accepté ma proposition pour venir nous parler de son enfantement, sa grossesse, la naissance de sa fille qui est arrivée plus tôt que prévu. Voilà, je suis ravie de t'accueillir, Joséphine, pour que tu puisses nous parler aussi de tous ces accouchements qui ne se passent pas forcément comme prévu. Parce que toi, t'avais un joli projet aussi. Et puis, la dernière minute, il a fallu faire avec ce que tu avais là, tout de suite. Et tu vas nous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Je vais te laisser te présenter. Merci beaucoup. Moi, c'est Jo. Je suis maman de Louise, qui a donc 1 an et demi maintenant. Même si elle est née à l'avance, je peux le dire tout de suite, elle va super, super bien. C'est un petit bébé bonheur qui a vraiment l'envie de vivre et on le ressent au quotidien. Donc, je suis mariée avec Tom, mon amoureux depuis presque 8 ans. Voilà, je suis doula, je suis prof de yoga et donc doula, accompagnement périnatal. J'ai été formée avec le Mois d'Or, donc je suis spécialisée dans le postnatal. J'accompagne les mamans à domicile, les familles, à anticiper leur Mois d'Or, leur postpartum, les premières semaines qui suivent la naissance de leur bébé. Et je les accompagne, on anticipe ça pendant le dernier trimestre, et puis aussi je les accompagne à domicile si elles le souhaitent. Voilà, et je suis en pleine formation avec Quantique Doula. On a déjà parlé un petit peu de Quantique Mama dans d'autres podcasts. Par contre, on a un peu moins parlé du Mois d'Or. On l'a un peu survolé. Est-ce que tu veux bien nous expliquer, du coup, pour toi, ce que c'est le Mois d'Or? Donc le Mois d'Or, c'est cette période magique et à la fois hyper chamboulante de l'après-naissance de notre Mm. bébé. Cette matrescence, cette patrescence, cette période où on devient parent, que ce soit pour la première fois ou pas. On a une matrescence, nous les femmes en tout cas, à chaque naissance d'enfant. Et donc l'objectif du Mois d'Or, c'est d'anticiper, d'anticiper au maximum quels vont être nos besoins, quelles vont être nos petites fées, quelles vont être toutes les choses qu'on peut mettre en place en amont qui vont nous simplifier la tâche pendant le Mois d'Or et surtout qui vont nous permettre d'être pleinement présents pour notre bébé, pour créer ce lien, pour continuer à lui offrir un cocon safe comme quand il était dans le ventre et pour aider la maman à être dans une régénérescence de son corps, voilà, prendre du temps pour elle aussi, de pas être la Wonder Mom qu'on voit partout qui C'est l'eau, clair. qui fait à manger, qui s'occupe de tout alors qu'elle vient de donner naissance. Donc d'offrir cet espace que elle puisse se préparer, qu'elle se prépare avec son conjoint et surtout qu'elle puisse le partager autour d'elle en amont, de dire: «Ben,
je vais peut-être définir quelques étoiles autour de moi. C'est qui mes petites fées? Ça va être qui mes petites étoiles qui vont m'aider à soulager ce postpartum? Et puis aussi, quand on l'anticipe, quand on sait qu'on a envie de faire son mois d'or, on peut le partager autour de nous. On peut se dire: «On veut de la visite ou on veut pas de visite» ou «On veut de la visite, seulement de la visite, qui va nous aider, qui va nous apporter de la bouffe et puis, et du soutien. On va pouvoir rester, pleinement nous-mêmes». Qui va promener le chien? Qui va pouvoir nous aider à faire les courses? Il y a aussi une grosse partie autour de l'alimentation, comment on se nourrit bien en postpartum et donc on peut faire aussi des repas en amont ou trouver une équipe qui peut nous aider, justement pendant cette période de postpartum, nous apporter des bons petits plats. Voilà, donc quelques grands principes du mois d'or. On a tendance à dire: «Oui, on verra, ça se fera bien, ce sera facile». Le conjoint, il se dit ça aussi: «Oui, bah, t'inquiète, les conduites ou les courses, ça ira». Alors qu'en fait, si tout ça, c'est anticipé, ben, ce ce mois d'or, il peut être doux, il peut être très beau et à l'image, que les parents ont souhaité. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que on a tendance à voir la naissance comme, quelque chose de très joyeux, qu'on a envie de partager et cetera, d'avoir toute notre famille autour et en fait, bah, évidemment, tout le monde est différent, mais ce que moi aussi j'ai pu vivre, c'est que, je me suis rendu compte au bout de quelques jours que je prenais peut-être pas autant soin de mon bébé que qu'il en aurait eu besoin. Parce que j'étais tellement dans la joie, de la voir passer de bras en bras, des gens que j'aimais et tout, que j'en ai oublié ses propres besoins. Et Mmh. je me suis rendu compte après qu'elle avait pas forcément kiffé ça et que, tu vois, ça m'émeut un peu Mmh. Mmh. et que, j'étais peut-être passée à côté de choses et en plus, le lien que j'avais avec mon bébé, j'avais pas encore conscientisé l'amour que je pouvais lui qu'elle pouvait provoquer en moi et que je pouvais, Mmh. ressentir pour elle et je pense vraiment que si j'avais pris plus le temps avec elle, si j'avais un peu limité les visites et cetera, ça se serait passé autrement, que mon allaitement, il aurait été peut-être plus simple aussi. Il y a beaucoup de choses qui se jouent, en fait, dans ces premiers jours, dans ces premières semaines. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le mois d'or, c'est vraiment hyper précieux, en fait, ces premiers moments-là. Et du coup, pour mon fils, j'ai pas du tout fait comme ça. J'ai limité. Alors, j'avais toujours quand même cette envie et ce besoin d'avoir ma sœur, les parrains-marraines que j'avais choisis, tu vois, et évidemment les grands-parents, mais par petites touches, en petite quantité, en fait. Ça avait forcément bousculé l'entourage à certains endroits, mais je regrette pas. Ouais. Et ouais. J'en ai parlé avec plusieurs mamans qui disaient: «Ben, en fait, je me suis rendu compte en disant: "Ah mais moi je ferais mon mois d'or" ou que les belles-mères ou que les mamans s'attendent à, «Ah bah oui, bah j'emménage chez toi dès que le bébé est né» et qu'en fait, bah, la maman ou le papa est peut-être pas forcément en phase avec ça et si ces discussions ont lieu en amont, ça simplifie beaucoup de choses. Et puis peut-être que finalement, sur le moment, on sera trop contente d'avoir, notre maman ou si elle, on sent qu'elle est blessée, ben, plutôt lui dire: «Ben, j'ai envie que tu sois une petite étoile pour moi, mais quel rôle tu as envie d'avoir?» parce que comme ça, on ajuste et on sait, Mmh. trouver, le besoin des proches de pouvoir être présent, mais aussi le besoin du couple d'avoir son intimité si c'est ce qu'il souhaite et puis ça peut évoluer après, mais le fait d'en discuter avant, ça, ouais, ça permet d'avoir les choses un peu plus, les choses sont dites et donc c'est peut-être plus doux aussi, pendant le postpartum. Après, on entend aussi beaucoup, que le mois d'or, c'est de rester allongé, que la maman, elle bouge pas pendant un mois. Pas forcément. On s'inspire de ça, on s'inspire des pratiques ancestrales d'autres pays, beaucoup en Asie aussi et puis l'idée, c'est de retrouver on prend soin de la mère, pas que du bébé. On prend soin de la mère, on prend soin de la femme et que oui, les premières semaines, vaut mieux qu'elle soit plus longtemps allongée qu'assise et après plus longtemps assise que debout. Mais, elle a peut-être aussi besoin de sortir pour sa santé mentale, qui est un gros Mmh. sujet aussi, j'adore. Elle a Exact. peut-être besoin de sortir, de se balader, de prendre l'air. Donc ce qu'il faut, c'est construire ça sur mesure et pas se mettre la pression de: «J'ai pas réussi mon mois d'or». Il y a beaucoup maintenant qu'on en entend beaucoup parler aussi du mois d'or, c'est: «J'ai pas réussi mon mois d'or». Mais si, en fait, si tu as réussi à l'anticiper, à écouter tes besoins et à faire,
ce qui était bon pour toi à ce moment-là, si, il est réussi. Ou alors avant, on ne savait pas ce que c'était, on ne savait pas qu'on pouvait anticiper cette période-là. Et donc, on a cette frustration pour notre aîné souvent. Et puis, du coup, on fait les choses différemment pour un second. Merci en tout cas pour ce rappel parce que c'est vrai qu'on n'avait pas encore pris le temps de vraiment parler de ce mois d'or. Et c'est bien de rappeler aussi de sortir finalement aussi des injonctions. C'est cool. Aujourd'hui, on est dans une ère où on a plein d'informations qui viennent de partout, des inspirations de plein de civilisations. Et c'est bien de s'en inspirer, c'est bien d'en prendre conscience et après de se l'approprier, de se dire, OK, j'en fais quoi? Et est-ce que finalement ça me correspond ou est-ce que finalement ça me correspond pas? Peut-être que pour certaines femmes, ce mois d'or, c'est complètement une ineptie et elles se voient pas rester à la maison qu'avec bébé. Et comme tu le disais tout à l'heure, pour leur santé mentale, c'est hyper important de pouvoir confier bébé 3-4 heures et aller faire une soirée fille ou j'en sais rien, ou se faire les ongles ou une coupe de cheveux, j'en sais rien, peu importe ce qu'elles veulent. C'est quelque chose de précieux, selon moi, le mois d'or. Mais faites-en ce qui a du, enfin, faites-en ce que vous voulez et surtout faites ce qui a du sens pour vous, en fait. Céline et Marie, donc les auteurs du Mois d'Or, ont aussi fait un petit carnet, un cahier d'exercices pour se préparer en couple. Et c'est Hmm. génial parce que, il y a vraiment des exercices concrets. Souvent, c'est la femme qui lit le bouquin en entier. Et donc, c'est plus difficile pour le conjoint de se mettre dedans. Bon, je parle souvent du père, mais on s'entend qu'on est inclusif ici et que c'est vraiment la personne qui accompagne la maman. Heu, mais donc il y a vraiment beaucoup de choses à revoir en amont c'est quoi ton langage de l'amour? De quoi tu auras besoin? Enfin voilà, il y a plein de questions qui ont vraiment beaucoup de sens et qui permettent de se préparer aussi et de se dire: moi j'ai besoin, que tu me fasses un câlin pendant au moins 20 secondes ou que je sois reconnue en tant que maman, après». Voilà, plein de choses pour, même faciliter l'allaitement. Quel rôle, le conjoint peut avoir dans ce projet-là. Voilà, tout ce qu'on peut anticiper et surtout beaucoup de discussions à avoir en couple. Chouette. Est-ce que tu peux bien nous rappeler la référence, les noms de famille de ces femmes? Donc c'est Céline Chadela et Marie-Mahé Poulain. Elles ont écrit Le Mois d'or et elles ont écrit le cahier d'exercices pour se préparer en couple. Et donc c'est le mois d'or, bien vivre le premier mois après l'accouchement. Super, bah, je vous mettrai les petites références en bas de la vidéo podcast, dans la description. Et alors toi, du coup, est-ce que ce bébé, sa petite fille qui est arrivée, donc, qui a 1 an et demi, est-ce que c'était un bébé prévu? Est-ce que c'était un bébé attendu? Comment ça s'est passé un peu au niveau préconception et puis début de grossesse? Explique-nous un petit peu. Alors, c'est une bonne question. C'était un bébé un peu surprise, dans le sens où on se mariait en septembre. Et moi, j'ai toujours rêvé d'être maman. J'ai toujours rêvé d'avoir un bébé. Et j'ai toujours eu cette crainte, qu'ont certainement peut-être beaucoup de femmes, de pas réussir à en avoir. Et le fait que cette petite Louise arrive en surprise, le jour où j'ai appris que j'étais enceinte, je me suis dit, OK, elle va bien. Parce que je sais pas pourquoi, le fait que ce soit elle qui ait choisi de venir en mode bébé surprise, euh, tout de suite, j'ai su qu'elle allait bien. Donc voilà. Et donc on se mariait en septembre. On avait tous les 2 envie d'un enfant, c'est certain. Mais c'était important pour mon mec qu'on attende le après mariage. Pas du tout, pour des questions de religion ou quoi que ce soit, mais ou d'ordre, à maintenir, pas du tout. C'était plus, notre mariage, c'est notre mariage et Hmm. c'est pour nous 2, c'est focus sur nous 2 et qu'on puisse être 100 pleinement présent pour notre couple. Mais donc ouais, j'ai eu, des cycles complètement déconnants en juin, juillet et puis je me suis rendu compte en août que j'attendais un petit bébé. Donc on l'a annoncé pendant notre mariage, c'était génial. Donc nos proches et nos témoins, le savaient, mais on l'a annoncé à tout le reste de nos copains et de nos proches qui étaient là au mariage, pendant le mariage, après, l'arrivée en musique, où j'étais très essoufflée et et voilà et ça a été intense parce que j'ai été malade, 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 malade pendant 5 mois et demi, quasiment, 5 mois Hmm. et beaucoup, beaucoup, beaucoup de nausées, beaucoup de fatigue, qu'on pensait,
seulement pour le premier trimestre et finalement qui se sont avérés durer un peu plus, surtout voilà. Même team, Joséphine. Voilà, voilà. Même team que Le, toi. non mais t'inquiète, c'est 3 mois et au bout du 4e mois, non, c'est peut-être 4 mois et puis après, ah, tu sais, il y a des femmes qui ont ça toute leur grossesse, hein, donc Ça ok. rend fou, ça. Mais donc comme j'ai accouché à 6 mois et demi, finalement j'ai eu 1 mois de cool. J'ai eu 1 mois. Euh, et donc voilà, donc une préparation de mariage un peu difficile. J'ai fait agrandir ma robe en last minute. Mes témoins m'avaient préparé. Je pouvais manger que des trucs qui n'avaient pas d'odeur. Donc du Ah, pain, sinon, que du... ça te donnait envie de vomir? Ouais, ouais, Ah, les j'étais odeurs, pareil. c'était impossible. Je ne pouvais pas entrer dans un magasin de Ah, pareil, mon Dieu. Tu sais que courses. Je j'avais peux des pas faire les petits sacs courses. à vomi, moi, dans mon sac, tout le temps, prête, au cas où, parce que la moindre odeur, je me voyais rentrer dans le magasin et ressortir 2 secondes après. C'était impossible. Les bougies parfumées, les trucs. Oh, quelle horreur. J'ai déjà vomi pendant un de mes cours. Donc, j'accompagnais, donc je suis prof de yoga, j'accompagne aussi le pré et postnatal. Et donc, j'étais en cours privé prénatal et j'ai vomi pendant le cours. La Et vache. tu te dis, oh putain. C'est dur, c'est dur. Mm. Mais ma hantise, c'était de vomir pendant mon mariage. On avait été voir l'église 3 jours, enfin la semaine qui précède, et j'étais sortie 4 fois pendant la messe. En Ah mode, ouais. je m'inspire pas, je suis pas bien. Donc j'étais, bon, dans une semaine, va falloir que tu sois plus focus pour pas sortir en pleine cérémonie. Ça a été. Ça a été. Et mes parents m'avaient préparé elle m'avait emballé des petits bouts de, je mangeais que ça, ça s'appelle, pas de la brioche, mais des pains au lait. Donc voilà, au cas où j'avais des nausées, mais tout s'est bien passé. Pas pu beaucoup danser le soir même parce que je pouvais pas tourner, mais le lendemain, on a fait un rebond canon toute la journée. On a dansé comme des fous et là, j'étais en forme, donc c'était génial. Chouette. On a fait ça et puis après, on a signé notre maison, donc on a déménagé sur la Côte Hmm. d'Opale en janvier. Mon terme était pour fin février, fin avril, pardon. J'ai accouché en février, mais c'était pour fin avril mon terme. Et donc on a déménagé en janvier. Donc mariage, déménagement dans une autre région en plus. On a décidé de se rapprocher de la mer. Donc on vit maintenant à Wimereux, sur la Côte d'Opale. Et donc ouais, toute une grossesse assez intense, assez focus sur beaucoup de choses autres que ma grossesse. J'ai été accompagnée par Anne et Hélène, qui sont des sages-femmes libérales incroyablissime. Donc, ça s'appelle un accompagnement global à la naissance. J'imagine que vous en avez peut-être déjà parlé. Pas Ici. encore. Encore. Ok. Ben, c'est des pépites. Maintenant, elles sont 3. Donc, c'est des sages-femmes libérales qui se font prêter. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne, mais un plateau technique à l'hôpital de Tourcoing. Donc, c'est comme la salle nature. C'est juste que donc, tu vas accoucher dans une maternité, mais dans un environnement non médicalisé, juste avec ta sage-femme. Je ne l'ai pas vécu finalement, mais normalement, c'est comme ça que ça se passe, juste avec ta sage-femme. Donc, elles sont d'astreinte au moment du terme. Elles se partagent les semaines pour être d'astreinte. Et ça, c'est très, très, très précieux. Moi, j'ai perdu donc les os à 30 semaines et d'avoir une personne ressource que tu peux appeler à 2 heures du mat en Hmm. mode il se passe quoi, je fais quoi, je vais où. C'est une chance incroyablissime d'être bien guidé là où tu dois aller dans des moments cruciaux comme ça. C'est ouais, On va pas royal. spoiler pour le moment. On spoil pas, vas-y. Ouais. Elles sont sur Tourcoing, si je ne m'abuse. Oui, Ouais, c'est ça. exactement. Non, le cabinet est à Marc, Ah, mais d'accord. l'hôpital, enfin la maternité, c'est celle de Tourcoing. Voilà, pour celles qui Mm. chercheraient et qui seraient du Nord. Euh, alors, donc, du coup, elles t'ont accompagnée durant ta grossesse? Yes. Ok. Et comment tu les Mm. as trouvées d'ailleurs? Je les ai trouvés par une amie qui a entendu parler de ça. Donc c'était avant, quoi, avant qu'elle soit enceinte elle-même, mais on s'est dit waouh, il y a un truc comme ça qui existe, c'est dingue. Mm. Toi, tu t'étais déjà renseignée sur comment ça se passe une grossesse, comment ça se passe un accouchement? Est-ce que tu t'étais déjà projetée avant de tomber enceinte sur ce que tu avais envie de vivre? Oui, passion, grossesse, naissance, femme enceinte depuis que je suis toute petite. Ah, d'accord. Ouais, Est-ce que je le pense que plateau technique, c'est pas quelque chose qu'on connaît forcément avant d'être enceinte?
Donc une fascination depuis toujours sur le monde des naissances, ça c'est certain. Mais par contre, une peur de Mmh. l'accouchement, mais énorme, parce que les seules, images que je m'en faisais, c'est celles qu'on voit, dans les films ou voilà, qui montrent une femme en souffrance plus et dans des milieux toujours hospitaliers. Et la première fois que j'ai touché à quelque chose de différent, c'était en rencontrant donc les sœurs de mon mari qui, elles, ont accouché physio, mais comme si c'était une évidence. Donc la première, c'est parce qu'elle vivait en Afrique du Sud à ce moment-là. Donc elle a été accompagnée comme ça et ensuite, quand ils sont rentrés en France, ben, ça s'est fait aussi naturellement et pour mon autre belle-sœur aussi. Ben oui, c'est et vraiment c'était, bah oui, c'est OK, c'est facile d'accoucher, quoi. C'est Heu normal. et j'avais jamais je crois que j'avais jamais entendu ça. Heu, Mmh. alors, de ma maman qui a eu aussi des accouchements, qu'elle a aimés, je pense, mais avec une péri, donc c'était plus en mode, ben, on sent pas, enfin voilà. Hem, versus là, c'est 2 nanas que j'admire, que j'adore, les sœurs de mon mec qui ouais, ont donné naissance, de manière hyper naturelle, physio, comme si c'était, notre inné chez nous les femmes, en fait. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à changer ma vision de l'accouchement et la peur c'est assez vite balayé, en fait. Et après, il faut Mmh. trouver les bonnes personnes qui t'accompagnent. Et donc toi, tu as trouvé? Anne et Hélène, qui sont magiques et donc comme, maintenant elles sont 3 donc le fonctionnement est un peu différent je pense, mais quand j'étais accompagnée par elles, elles étaient 2 donc tu es suivie en fait, c'est une fois avec Anne, une fois avec Hélène pour apprendre à les connaître, pour qu'elles apprennent à connaître notre histoire aussi. Elles communiquent beaucoup entre elles pour, avoir les suivis de tout ce qui se passe et puis, c'est plutôt non médical dans le sens où en fait, les rendez-vous que tu fais avec elles, c'est pendant 1 heure. J'ai eu la chance d'avoir Tom qui m'a accompagnée, à chaque fois que j'avais quelque chose, un rendez-vous pour la grossesse. Pendant 1 heure, c'est juste: «Ben, comment ça va? Mmh. Comment ça va? Et toi Joe, ça va? Et toi Tom, ça va?» et puis, simplement d'avoir en fait cette, je me rends pas compte ce qu'est un autre accompagnement, mais avec les discussions que j'en ai, je me rends surtout compte qu'on a eu la chance d'être mis dans une bulle de non médical et de la beauté de la grossesse plus que, tu pèses combien? Tu as pris combien? On va checker le corps. Mmh. Là, il y a vraiment rien d'intrusif sauf si, besoin. Mais donc voilà, c'était, ouais, on était vraiment sur une petite bulle et je pense que c'est, cette dynamique dans laquelle on a été qui nous a permis de garder cette dynamique-là quand les plans ont changé. Mmh. Comme quoi c'est hyper important en fait, d'être accompagné, par des personnes de confiance en fait pendant ta grossesse. Parce que toi après, effectivement, au moment où, bah, tu t'attends pas à cette naissance, rapide, si tôt dans la grossesse, bah, tu peux te reposer sur des femmes en qui tu as confiance, qui te connaissent, que tu connais et elles vont avoir les mots justes parce que c'est approprié aussi à toi, à ton caractère, au caractère, du coparent et je pense que ça change tout ça, en fait. Le fait de pouvoir, être, écouté et pas être uniquement, un corps, heu, sur lequel on va vérifier que toutes les constantes sont bonnes. Non, c'est un être vivant et effectivement, il y a quelque chose de beaucoup plus global et tu te sens plus enveloppé, en fait, pendant ta grossesse. Ce qui te permet, je pense qu'au moment, où tu accouches, que ce soit, l'accouchement de tes rêves ou bien complètement autre chose, bah, ça te permet, d'avoir, beaucoup plus de douceur et de confiance, en fait. Ouais, vraiment et de te mettre dans un état d'esprit aussi, d'écoute avec ton bébé. J'avais écouté un podcast qui m'avait fait pas mal changer, enfin qui m'a pas mal aidée aussi au moment de quand les choses, se passent pas comme prévu, qui est une prof de yoga qui s'appelle Élise. Et qui elle avait pour son deuxième prévu un accouchement, hyper physio à la maison, nin 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 et puis, c'était pas du tout passé comme ça, elle avait fini à l'hôpital et c'était vraiment, là où je me suis rappelée de, ben, c'est l'enfant qui choisit sa naissance et puis toi, tu peux le vivre hyper mal parce que c'est pas du tout dans tes plans, mais en fait, de se rappeler quand tu es enceinte, quand tu attends un bébé, quand tu as un plan de naissance, un projet de naissance, que ça se passera pas comme forcément comme ça et comment tu arrives à autant préparer la naissance de tes rêves que d'avoir les capacités d'accueillir les changements, heu et de se rappeler que c'est la naissance de l'enfant, Mmh. que c'est lui qui choisit sa naissance et que, ben, tu peux donner
tout l'environnement qu'il faut, ça se passera comme ça doit se passer. Donc comment est-ce que tu arrives à mettre de côté, heu, c'était pas ça qui était prévu? Tes attentes. Ouais. Mmh. Parce que tu peux tout bien vivre, ça dépend de la manière dont tu te mets dans la ça dépend de ton mindset et puis les attentes que tu as. Mmh. Et en fait, le podcast qui est apparu là, juste au moment où nous, on se parle, eh bien, il y a Bertie qui parle de ça, où elle rebondit. Bon, bah ok, on fait quoi avec ça maintenant? Ok, on me dit ça. Bon, bah allez, go, on y va. C'est vrai que c'est inattendu, ça peut être un choc, on va pleurer, on peut aussi garder un traumatisme, mais on peut aussi avancer et faire confiance à la vie, qui en Mmh. plus, tu vois, cette petite vie, elle est venue s'installer, elle va bien réussir à naître comme il faut, quoi. Évidemment. Et puis, on sait qu'elle savait ce qu'elle voulait, cette petite dame, donc elle est arrivée quand elle voulait arriver, en termes de conception. Puis après, on nous a dit que c'était un mec et on a appris seulement à la T2 que c'était finalement une petite fille et puis finalement, elle est née 1 mois et demi plus tard. Donc on a fait qu'être dans, on n'a pas eu cette période de on est prêt à accueillir un enfant. Alors même si c'était un enfant vraiment désiré et on n'est pas tous les 2 d'accord sur le fait que ce soit un bébé surprise, mais oui, c'était très désiré, mais en effet, elle est arrivée un peu quand elle le voulait. Donc il y a pas eu cette période de: «On a hâte, on est dans la période de conception et tout» et on n'a pas eu cette période de, on est dans le dernier trimestre et on a hâte qu'elle arrive. Je connais pas cette attente en fait, Hmm. C'est la vie. c'est la vie. Mmh. Alors, on va parler un peu plus de la grossesse, parce que du coup, donc, t'as été assez malade hein, Mmh. pendant presque la totalité de ta grossesse, pour le coup. Comment tu l'as vécu? Est-ce que parce que t'as des femmes qui vomissent, mais qui sont presque contentes de vomir, parce qu'elles se disent, bah, ça veut dire que bébé va bien, et moi, perso, j'ai pas kiffé, hein, vomir 10 fois par jour, ne pas supporter l'eau ou manger, enfin, c'était infernal. Et, pour autant, j'ai jamais regretté d'être enceinte, mais je n'aimais pas. Je n'aimais pas être enceinte. À part sentir mon bébé qui bougeait, je trouvais ça trop cool. C'est vrai. Mais la grossesse, franchement, j'ai détesté. J'ai pas aimé non plus, et ça a été assez dur à admettre parce que, ben, quand tu accompagnes les femmes enceintes et en plus les accompagnements que j'avais à ce moment-là, c'était des nanas qui tout se passait très bien, grossesse parfaite et donc je m'étais pas imaginé que moi je puisse ne pas aimer être enceinte et ne pas être bien. Surtout que j'étais en mode: «Bon voilà, je suis prof de gage, je suis dans le mouvement, un mode de vie hyper sain», j'avais pas du tout imaginé être diminuée comme ça et me rendre compte que j'aimais pas du tout être diminuée, que j'avais du mal à assumer, ma légitimité, dans mes cours, Mm. le fait d'être enceinte, que, j'ai eu du mal à accepter que mon ventre il sorte en fait et d'ailleurs il a eu vachement de mal à sortir mon ventre parce que je pense que j'étais pas prête à lui laisser la place. J'ai eu un rendez-vous avec un ostéo qui m'a vachement, perturbée à 5 mois parce que j'avais mal partout, surtout dans le bas du ventre. J'ai tout le temps mal. J'ai le ventre dur toute ma grossesse, très, très, très dur. C'était un peu le seul warning que j'avais, mais ventre dur toute ma grossesse, je le disais tout à tout le monde, je disais: «Mais il y a rien qui est mou, c'est tout dur». C'était assez, chamboulant, mais on se disait: «Bon, bah, peut-être que c'est juste le temps que ça se mette à sortir» ou peut-être que je me disais que j'avais peut-être une bonne sangle abdominale qui faisait que c'était plus long et puis, hein, une première grossesse, on sait jamais comment on va être enceinte, donc on n'a pas de point de comparaison Oui. et cet ostéo qui m'a dit: «Mais vous vous rendez compte que vous êtes enceinte là? Il y a comme une carapace, je n'arrive même pas à accéder à Mm. vous êtes en train de créer la vie, enfin, adaptez votre vie pour lui laisser de la place». J'étais sortie de là, j'ai appelé ma meilleure copine en pleurant. Mais en effet, je pense qu'il y avait des signaux que j'avais pas voulu voir aussi sur le fait que en fait, donc j'ai un utérus hyper contractile et donc je contractais tout le temps, sans me rendre compte. Mm. Voilà. Mmh. Donc ouais, c'est difficile d'assumer, de pas aimer être enceinte alors que tu accompagnes des mamans, que c'est ton rêve depuis toujours d'être enceinte, que tu as toujours été fascinée par la grossesse et que, bah, tu C'est tombes un fou, peu hein? dedans. On dit: «Oui, c'est pas une maladie d'être enceinte», mais moi j'ai vraiment senti que c'était une maladie d'être enceinte, j'étais malade tout le temps. Ah, moi aussi, ça me rendait folle. Mais le pire, c'est que moi, je l'avais dit avant d'être enceinte, tu vois. Ah, c'est bon, hein,
être enceinte, c'est pas une maladie. Vraiment, j'ai eu ce discours jugeant. Et bah, j'ai pris la claque le Mmh. jour où je suis tombée enceinte de ma fille. Parce que là, j'ai dit, ok, c'est pas une maladie, mais par contre, tu peux être malade en étant enceinte. Et là, ça peut vite devenir un enfer. Et je Mmh. me suis rendu compte aussi que j'étais pas écoutée, tu vois, auprès du personnel soignant. Quand je disais que je vomissais 10 fois par jour, on me parlait de nausée. Non, j'ai pas la nausée, je vomis, les gars. Je vomis vraiment. Et, euh, et ouais, c'est vrai que il y a aussi l'hyperémèse gravidique, hein, je pense que c'est ce que j'ai fait, Mmh. clairement. Et j'ai l'impression aussi que ça s'accentue. euh, Tu vois, un petit peu comme toi, j'ai pas fait attention aux signaux de mon corps, j'ai pas fait attention non plus. En fait, j'avais envie de faire comme si j'étais pas enceinte, quoi. Il fallait prouver au monde que c'est bon, je pouvais tout mener de front, etc. Et je pense que c'est ça que j'ai envie de mettre d'ailleurs en avant maintenant dans mes accompagnements, c'est mais tu sais quoi, prends le temps, 9 mois dans ta vie à te poser, qu'est-ce que c'est? C'est que dalle. Et c'est tellement précieux, en fait, ce temps. Je l'ai regretté après. J'ai pas fait la même erreur pour mon fils. Mais je l'ai regretté en fait. Même si on dit qu'il faut pas avoir de regrets dans la vie, que tout doit se passer comme ça doit se passer, évidemment. Mais je pense que justement, on est dans une société où on nous demande de tout affronter, de pouvoir mener notre vie de femme, de mère, de bonne, de bonne travailleuse. Mmh. Notre vie sociale qui doit continuer et tout ça. Sauf que moi, j'étais essoufflée au moindre pas. Je passais du canapé au frigo. J'étais essoufflée mais au bout de ma vie dès les premières semaines. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Je ne comprends pas. Alors, je comprends maintenant pourquoi. Et je comprends aussi qu'il y a plein de femmes, en fait, qui ont tellement l'habitude d'être dans l'action, le Ouais. fait de devoir se recentrer, de penser à cette petite vie qui a aussi besoin de prendre son temps. Ben, peut-être qu'il va falloir que je m'arrête de courir partout. Ben, c'est pas évident. On est beaucoup dans le faire et on a plus de mal à être dans être. Mm. Donc, oui. Et puis le premier trimestre, tu le dis pas, donc tu veux essayer de garder le cap parce que tu as des personnes qui. Enfin, nous, on a décidé de le dire pendant le premier trimestre, de Moi pas aussi. attendre 3 mois, mais il y en a qui le disent pas, du coup, qui doivent faire comme si leur vie était normale et comme avant. Et puis au dernier trimestre, on dit, ah bah j'attendrai le congé mat pour prendre soin de moi. Ben, parfois, Eh ouais. parfois, parfois, il faut s'écouter plus tôt. Donc, à 6 mois et demi, à 30 semaines, en pleine nuit, je perds les os. Je me réveille parce que j'ai l'impression que je vais faire pipi. Et en fait, juste à côté du lit, je me vide complètement. On était chez nous depuis 1 mois. Donc, autant te dire que rien n'était prêt, encore plein de cartons dans la maison. La chambre de notre enfant pas prête, le prénom pas trouvé, aucun body acheté. On n'est pas team, organisation, très anticipation, mais on se disait: «Bon, ça va, 6 mois et demi, on On a a le encore le temps. on a le temps». Et finalement, oui, on a eu le temps, hein, bien sûr, parce que quand ton bébé naît, ce dont il a besoin, c'est surtout des parents et puis le matériel, c'est secondaire. Mais donc voilà, 6 mois et demi, je perds les os, à 30 semaines plus 5 donc et j'appelle ma sage-femme à 2 heures du mat en me disant, donc 2 heures du mat, je l'appelle, elle répond pas, elle me rappelle dans la seconde, et elle me dit: «Oui Joséphine, ça va?» Je lui dis: «Bah, je suis soit je me fais pipi dessus et ça s'arrête pas, soit, je perds les os». Mais à 6 mois et demi, tu te dis pas que tu perds les os. En fait, le temps que ça capte Ben ouais. que tu perds les os alors que tu viens à peine d'entrer dans ton troisième trimestre, tu l'imagines pas du tout et donc elle m'a dit: «Ben, est-ce que tu arrives à stopper le flux?» «Non». «Bon et ben, tu es où?» Je dis: «On est chez nous». Elle dit: «Bon, bah, alors les hôpitaux proches de chez toi, tu vas à Calais, tu vas pas à Boulogne». Ça, c'était assez crucial comme information parce que nous, confiants de la vie comme on est, on s'était même pas renseignés sur les hôpitaux autour de notre nouvelle maison, de notre Ouais. nouvelle région, et donc Calais, c'est un niveau 3 et Boulogne, c'est un niveau, 2 ou 2B et donc ils ont pas la capacité d'accueillir des bébés en dessous de 32 semaines. Donc heureusement qu'on a été à Calais
qui est un hôpital d'ailleurs incroyable. Et donc là, on était comme des cons à se dire, bon, bah, il faut qu'on prépare un sac. Et puis, Tom, il me parlait, j'étais en mode, mais mec, faut qu'on y aille. Et puis, on savait pas quoi prendre, je n'avais rien. Anne nous a dit, donc elle nous a dit, ils vont au moins prévoyez les affaires pour quelques jours. Donc elle était rassurante, pas du tout stressante. Et nous, on savait pas quoi prendre. Vraiment, on tournait en rond à la maison en mode bon. Et puis on s'est dit, bon, bah, faut quand même qu'on y aille. Mais j'avais pas du tout de douleur. Juste, ok, j'ai perdu les os. Bon. Hmm. Et rupture très très franche, hein. D'ailleurs, je m'attendais pas à ce que l'eau continue à couler pendant aussi longtemps. J'ai halluciné. Je pensais que c'était éventuellement one shot, mais et surtout dans ma tête, c'était rupture des os, accouchement. Et donc pour moi, je pensais que j'aurais une césarienne. Tout de suite, je me suis dit, ok, rupture franche des os, ben je vais avoir une césarienne d'urgence. Point. Et en fait, encore une fois, j'ai écrit à Anne après en disant, mais dans la voiture, je lui ai dit, mais est-ce que ça veut dire que je vais avoir une césarienne? Et elle m'a vachement rassurée en me disant, non, 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 déjà, ils vont t'expliquer là-bas, c'est pas forcément une césarienne, peut-être qu'il reste encore un peu de liquide dans la poche des os qui suffisent. Et elle m'a dit cette chose qui juste a été qui a mis la note, je pense, sur toute notre aventure à l'hôpital. Ça a été surtout rester connectés tous les trois, rester bien connectés à votre bébé. Et de là, tu remets le focus sur ce qui est important. On s'est vraiment focus sur ce qui est important, c'est Louise, c'est d'être avec elle, peu importe ce qui se passe. On lui offre de l'amour et que de l'amour. C'est tout. Le Hmm. stress, ça sert à rien. On le met de côté et en fait, le focus, c'est lui expliquer ce qui se passe et garder cette connexion avec notre bébé. Et nous, à deux, essayer de se mettre sur la même longueur d'onde. J'ai la chance, mon mari Tom, c'est vraiment une force tranquille. C'est un Mhm. mec qui dans le moment présent et qui a pas du tout, enfin, en tout cas, qui a pas montré de stress du tout. Et donc, on s'est tout de suite mis dans ce mood-là. Bon, il se passe ce qui se passera, on va au meilleur endroit et puis on l'accueille avec amour, la situation. Et ce qui est très étonnant, c'est que la veille, avant de me coucher, vers minuit, donc pas longtemps avant de perdre les os, j'ai regardé sur mon tel, en gros, la viabilité d'un bébé à 30 semaines. Mais non, étonnant, Ouais. J'ai regardé incroyable. un truc sur la prématurité, alors que ça m'est jamais traversé l'esprit, ça n'a jamais été un sujet, je connais personne, enfin je connais ces personnes qui avaient accouché préma, et j'ai regardé ça avant de me coucher. Trop bizarre. Waouh. Et comme c'était, bon bah, à 30 semaines, c'est pas encore ça, quoi. T'es encore en prématurité. Merde. Mais en tout cas, un fœtus viable quand même, bien sûr. Donc, je perds les os, j'appelle Anne, et elle m'a guidée. Mais j'avais pas de contraction, pas de douleur. Juste, je savais exactement ce qu'il fallait faire pour aider le travail à continuer, puisque j'étais formée avec Quantique Mama pour accompagner la naissance physio. Euh, Heureusement d'ailleurs, parce qu'en fait, à 6 mois et demi, on n'avait pas eu de prépa à la naissance, ni Tom ni moi. Donc, encore une fois, c'était précieux d'avoir ces connaissances-là. Et donc, j'étais en mode, bon, surtout, donc, je me mets pas allongée, pas l'inverse, je me mets pas avec le ventre vers l'avant, mais vraiment, je me mets vers l'arrière. Donc, j'étais derrière la voiture, vraiment allongée, super allongée pour essayer de donner aucun signal au bébé que c'est le moment. Donc, on a vachement parlé au bébé, on n'avait même pas de prénom, quoi. Donc, enfin, on l'avait au fond de nous, mais moi, je l'ai appelée Louise Mhm. tout de suite quand, Mhm. quand j'ai senti que le travail démarrait, qui était le seul prénom fille que mon mec avait dit un jour. Mais donc voilà, donc on part aux urgences. Donc j'étais connectée à la lune, là, allongée sur le dos dans la voiture à l'arrière. J'avais vraiment la lune qui était pile devant moi, qui m'a suivie tout du long. Et Tom a conduit comme un malade à l'hôpital. On est arrivé aux urgences. On n'avait jamais été là-bas. On savait pas où aller, on savait Ah pas où ouais. passer. Et il a fait un malaise en arrivant. Oh là. Enfin, ouais, quasi. Tu vois, une fois qu'on était pris en charge, là, j'ai dit, t'es un peu blanc, ça va. Et en fait, il s'est quand même allongé, les pattes en l'air. Mais on est arrivé, on a été super bien pris en charge. C'était une nuit très calme. Les soignants n'ont pas du tout été stressés. Et c'est de là l'importance d'avoir été dans un niveau 3. Genre, pour eux, OK, c'est préma, mais poids du bébé estimé à 1,5 kg. Ils disent, ça va, ça Mhm. va. Ouais. Et ils savent gérer quoi. Et donc, c'est là où tu es en confiance parce que tu n'es pas dans une matière où tu es le cas exceptionnel.
Hyper bien pris en charge. Ils m'ont indiqué qu'il y avait encore du liquide amniotique, qu'elle avait encore de la place. Et ils m'ont expliqué très bien tout ce qui allait suivre. Le Tractocil, donc, qui est une perf qu'on te met pour arrêter les contractions de l'utérus. Et directement les corticos, un petit piqûre dans les fesses qu'on fait 2 fois pour développer les poumons du bébé. Donc tu vas quand même dans. Ouais, enfin, quand même, là, si on doit donner des médicaments pour développer le poumon de mon bébé, c'est qu'il y a un risque d'accouchement, évidemment. Mmh. Mais le Tractocil arrête les contractions. Et moi, j'en avais pas, en fait. J'en sentais, en tout cas, je sentais pas de contractions. Donc, on est resté quasiment 5 jours comme ça, Ah sans oui. que. Ouais, en grossesse patho, hyper bien accompagnée. On a nos proches qui ont été un peu stressés, qui nous ont appelés. On a dit, bon, on veut zéro stress, genre. Donc, on a eu une bulle d'amour autour de nous incroyable par les personnes qui nous ont accompagnés, par nos proches, par les proches de nos proches. Donc, vraiment une belle connexion. On s'est sentis accompagnés, on s'est sentis soutenus. Ouais, avec des soignants incroyables à l'hôpital. Et, euh, et surtout de rencontrer les sages-femmes qui allaient m'accompagner pendant mon accouchement. Parce que mine de rien, c'est donc une des sages-femmes que j'avais vues toute une nuit qui était là le jour de mon accouchement. Et donc, des têtes connues. Là où toi, tu as prévu un accouchement physio non médicalisé avec la personne qui t'a suivi toute ta grossesse. Et oui. Donc ces 5 jours ont été précieux quand même, vraiment. Et puis 5 jours in utero pour le bébé, c'est quasiment 200 grammes. Donc c'est pas crucial, mais hyper important. Et Mmh. d'avoir le temps de pas être dans un accouchement dans l'urgence, de recevoir les corticos pour qu'elle ait tout ce qu'il faut pour quand, quand elle naîtra, voilà, d'avoir des poumons un peu plus développés. Je sais plus si on a eu la visite. Oui, ma maman, certainement les parents de Tom, qui sont venus nous voir. Mais moi, j'étais vraiment amorphe. En fait, j'étais alitée pendant les 4 jours. À revoir, j'ai envoyé des vidéos à mes copines en mode ouais, bah tout va bien, je suis à Ah ouais? l'hôpital, mais ça va. Ouais, on était vraiment dans une bulle sereine, quoi. Il se passera ce qui se passera, mais ça va. On est au meilleur endroit et puis ça ira, quoi. Donc ouais, assez serein, mine de rien. Et je pense que tout l'accompagnement avant a joué, Mmh. nos caractères certainement aussi. Et puis on était dans le moment présent plus, et voilà. Mmh. Mm. 5 jours, c'est quand même pas Mm. rien. Effectivement, c'est hyper important pour le bébé de pouvoir recevoir les soins qu'il faut pour qu'elle puisse avoir des poumons plus matures au moment de sa sortie, puisque de toute façon, t'as rompu la poche des os, même s'il y a encore du liquide, parce que ça se renouvelle. Euh, Bah, c'est quand même imminent. La naissance est imminente. Alors là-bas, on me disait aussi, il y a des femmes qui re-rentrent chez elles Ah et ouais? qui reviennent à la fin. Ouais, ouais. C'est fou. Donc quand ils ont dit, si vous voulez, vous pouvez visiter la néonate, on s'est dit, Et puis en fait, les deuxièmes 48 heures de Tractocil n'ont pas fonctionné, j'ai eu des contractions. En fait, première 48 heures, ça a marché. Et à la fin des premières 48 heures, j'ai eu mes premières vraies contractions quand ils ont arrêté le tracto. Parce que normalement, ils ne le mettent pas trop. Donc c'est par phase de 48 heures. Et là, j'ai senti des contractions très fortes, très rapprochées. Et ils ont dit, hop, 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 ok, on vous remet une dose. Genre, j'étais même pas à 31 semaines. Et donc, ils m'ont remis 48 heures. Et puis là, j'ai continué à avoir des contractions malgré tout. Mm. Donc voilà, quand tu arrives, ils vérifient que tu n'as pas d'infection pour savoir si c'est pas justement une infection qui a pu déclencher la rupture et du coup que l'enfant serait mieux en dehors qu'encore in utero. Mais c'était pas mon cas. Et voilà. Et donc à la fin de la deuxième 48 heures, ils m'ont aussi shooté une journée pour essayer de gagner du temps, je pense. Mais comme je prends pas beaucoup de médicaments, j'ai été très réceptive. Alors c'était juste un petit calmant. J'ai l'impression d'être défoncée, mais gagner du temps, donc c'était pas mal. Et donc allongé plus. Et là, j'ai senti mon ventre ramollir un peu. Pour la première fois, tu vois. Je sentais en 4 jours là-bas, mon ventre a pris vachement de place. Et puis c'est détendu parce que j'étais allongée. J'étais complètement allongée pendant les 5 jours. Je suis pas descendue de mon lit. Puis là, les contractions commencent à arriver. Première fois qu'ils viennent checker mon col depuis le jour où je suis arrivée, parce qu'ils essayaient au maximum de ne pas stimuler. Donc, quand je suis arrivée, j'étais à 1,5.
Et là, je crois dans l'après-midi, 16h30, 2h30, 18h, 3h30, un truc comme ça. Et la sage-femme qui partait à 19h, grosso modo, elle m'a dit, j'aurais aimé rester un peu plus, mais enfin, elle a compris que j'allais accoucher le soir même. Ce qui a été top et ce qu'ils font pas mal, je sais pas s'ils font ça partout, mais nous, ils nous ont fait rencontrer il y a une pédiatre qui est venue nous voir et nous expliquer comment ça se passait quand c'était un accouchement préma, que le bébé pleure pas forcément à la naissance et voilà, donc ça, on nous avait prévenus et qu'on le mettait dans un sac plastique pour garder, la chaleur. Ouais, je pense que ça enlève des traumas. Ah bah Ça ouais, évite des tu traumas. m'étonnes. Tu Ouais, m'étonnes. voilà. Quand on a commencé à nous dire, quand la psy nous a dit, «Vous pouvez visiter la néonate», là, on s'est tout de suite ouais, OK, on va pas repartir, quoi. Et puis après quand, cette pédiatre qui s'appelle, Anne, avec qui on est toujours en contact aujourd'hui et qui nous a, accompagnés tout du long, qui était là à l'accouchement, c'est elle qui a réceptionné Louise, enfin bon, voilà, c'est un lien super fort. Quand Anne nous a expliqué ça, on savait que ça allait arriver. Mmh. Il anticipait un peu et je pense que nous on avait un peu on nous avait dit: «Ah, vous pouvez rencontrer quelqu'un?» On était en mode: «Non, ça va», enfin, pas dans le déni, mais en mode: «Ça va pas arriver tout de suite», alors qu'en fait, c'est arrivé rapidement quand même. Et donc un accouchement, qui s'est super bien passé. Moi qui avais un projet d'accouchement physio et surtout je me suis dit toute cette période à l'hôpital: «OK, j'ai pas de 3e trimestre». Je sais qu'avec la péri, le corps a parfois du mal à comprendre aussi, qu'il y a eu cette naissance. Moi, c'était un peu ça que j'aimais pas avec la péri, c'était aussi de me dire: «Le corps est endormi, va pas, comprendre que le bébé est sorti». Ce qui peut aussi causer, des dépressions postpartum, parfois c'est ça la cause aussi. J'en fais pas une généralité, mais Mmh. j'avais besoin, moi en tout cas, de me dire: «Mon corps capte que j'ai plus mon bébé dans le ventre, alors que j'ai pas eu de 3e trimestre ou 2 semaines» et j'ai accouché sans péri. Hyper médicalisée, mais sans péri et pour moi, l'accouchement sans péri, c'était possible aussi quand tu étais maître de tes mouvements, beaucoup à 4 pattes, beaucoup dans des postures plus naturelles pour la femme, pour donner vie et moi, en étant branchée de partout et dans un milieu très médicalisé et aussi, chose que j'avais pas forcément conscience, mais un bébé qui a pas forcément la force de s'expulser aussi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de naissances préma qui se font par césarienne ou qui passent en césarienne d'urgence. C'est parce qu'en fait, bah, le bébé, son cœur ralentit assez vite, si le travail est ralenti et donc je m'étais dit: «Péri égale» c'est pas forcément les bonnes généralités que je donne, mais moi dans ma tête, c'était péri égale travail ralenti, égale pour un préma, ben, ça finira en césar. Mais étonnamment, je me suis pas posé tant de questions que ça. Je m'étais juste dit: «Si je peux faire sans péri, je fais sans péri», mais après, quand tu sens que la vie de ton bébé est en danger, de toute façon, Bah ouais, tu tu te poses plus de questions, hein. dis: «Je suis une femme qui veut enfanter en puissance», quoi. Ah bah Enfin ouais, c'est clair, c'est clair. donc voilà et donc ça s'est fait assez rapidement. Ils m'ont descendu au bloc à 20h, enfin en salle de naissance à 20h et là, le travail était assez lent et ça apparemment, c'est assez fréquent pour un préma aussi. Les contractions sont moins rapprochées qu'une naissance à terme, et j'avais des Tom, il me l'a dit après, mais en fait, on voit les courbes des autres salles et puis moi, apparemment, je criais déjà pas mal alors que j'avais des toutes petites courbes et Tom, il voyait les nanas dans les trucs d'à côté avec des énormes courbes. Il me disait: «Oh là là, Il a on est dû combien?» paniquer. Il s'est dit: «Mon Dieu, mais on n'est pas au bout de notre surprise». Et en fait, ça s'est super bien passé. Mais comme le travail qu'il y avait plein d'accouchements à ce moment-là, Mmh. ils m'ont remis en salle de pré-travail. C'était cool parce qu'on était dans notre bulle avec Tom. On avait mis une musique douce, lumière tamisée et moi, je lui avais simplement dit comment il pouvait m'accompagner pendant les contractions, suite aux conseils de Karine de Quantique Mama et de cette formation. Juste, on va faire des sons graves et puis, quand j'ai la contraction, tu me guides et il me berçait. Une main sur l'épaule ou un petit peu plus bas et une main sur le bassin et je me mettais sur le côté pendant mes contractions et il me berçait. Parce que j'étais plus à l'aise d'être à 4 pattes ou sur le côté, mais en fait, comme j'étais branchée des 2 Ouais, côtés, tu c'était pouvais compliqué pas. Mmh. mais j'ai quand même à un moment réussi à être à 4 pattes avec les bras croisés en mode au moins, j'ai le ventre qui est dans le vide. Et donc il m'a aidée à gérer, toutes ces contractions-là et les fois où j'avais des soignants qui s'occupaient de moi, ils pouvaient pas me bercer pendant les contractions et faire les sons avec moi. J'ai vraiment senti que j'avais mal, alors que quand il était là, j'avais l'impression que ses mains, elles aspiraient ma douleur. Mmh. Bah, vous étiez dans votre bulle, hein, Carrément, et carrément, ça t'a vraiment aidé, de l'avoir à tes côtés. 1000 fois. On a tout fait ensemble, en fait Mmh. et moi, j'avais des règles très, très douloureuses. J'ai toujours des SPM, très dures. Une journée, je suis complètement capoute, j'ai le ventre, très, très mal et ma maman avait ça et elle m'a toujours dit,
Mais tu verras, du coup, quand tu accoucheras, ce sera easy, quoi. Et en fait, en effet, Mm. c'est pas comme si je connaissais les douleurs, mais j'avais déjà beaucoup de techniques pour réussir à gérer ces douleurs-là, Mm. qui ressemblent finalement à des contractions maintenant que j'ai ce recul. J'ai beaucoup de femmes que j'accompagne qui ont eu de l'endométriose et qui sont enceintes. Et donc, ça veut dire que c'est possible aussi, parce que on va rappeler ça. Oui. Mais elles ont peur du coup, parce que elles ont tellement entendu, oui, les douleurs de règles, c'est fois 1000 le jour où tu accouches, elles flippent. Alors qu'en fait, non, c'est l'inverse. Elles sont tellement endurantes à la douleur, elles connaissent leurs astuces, elles savent ce qui fonctionne sur elles, elles peuvent l'utiliser pendant l'accouchement et au final, les douleurs, c'est pas juste une douleur sans rien derrière, comme les SPM, l'endométriose, où tu as l'impression d'avoir mal pour rien en fait. Là, c'est une douleur, certes, il y a une douleur, mais c'est pour avoir ton bébé aussi. Notre rapport à la douleur à ce moment-là, il n'est pas le même. On a toutes les hormones qui nous aident en même temps aussi, En hein. plus, Mais après, ça dépend de chaque femme, hein. Je pense que chaque histoire est différente. Mais c'est vrai que moi, du coup, j'avais cette capacité à lâcher prise et à accueillir la douleur qui m'a aidée pendant la gestion des contractions et de savoir aussi que c'est des vagues mm, et que ça dure pas et qu'en fait, au plus tu te contractes, au moins ton col il va s'ouvrir. Donc, accueillir, ce qui est difficile, mais accueillir la douleur, juste, voilà. Pour moi, ça s'est fait plutôt bien. En tout cas, j'ai un bon souvenir. Sauf que là, je sentais que j'allais vraiment accoucher, mais j'étais encore dans la salle de pré-travail et en fait, les salles de naissance étaient blindées. Donc là, j'ai dit: «Oh, oh, oh, emmenez-moi, enfin, je vais accoucher, quoi. Je vais accoucher, je vais accoucher». Et donc là, je me rappelle très bien, ils m'ont remis sur le lit et couraient dans les couloirs, vraiment comme dans les films et moi, j'ai mis mes mains sur mes yeux en mode: «Je veux pas avoir les lumières au-dessus de moi, je reste dans ma bulle» mm. pour garder, toutes ces hormones, et donc j'ai réussi à accoucher, sur le dos. Ils m'ont dit plusieurs fois, je pense qu'ils n'étaient pas habitués aux accouchements physio non plus: «Vous êtes sûre que vous voulez pas la péri? Ça a l'air de faire mal quand même» et moi j'étais en mode: «Non!» Et toi? Hem et voilà, je sentais quand même que j'avais du mal à bien respirer, alors que je passe ma vie à dire: «Inspire, expire» et là, Prof de je savais yoga, plus c'était quoi bonjour. l'inspire. Je savais plus, l'expire, comment on expire et ils m'ont mis un masque à un moment, vraiment dernière poussée, ils m'ont mis un masque qui m'a aidée à ressouffler, parce que je criais et je perdais mon énergie, plutôt que de souffler dans le bassin, en fait et donc le fait d'avoir un masque, j'ai ressoufflé, vraiment vers mon bassin et en quelques poussées, Louise était née. La pédiatre, elle l'a récupérée tout de suite pour l'emmener en soins, donc on était prévenus de ça, donc ça, c'est chouette aussi. J'ai pas le souvenir qu'elle ait crié, mais j'ai eu, justement la pédiatre au téléphone ce matin, et je lui ai demandé, juste avant qu'on s'appelle, je lui ai dit: «Est-ce que tu te rappelles un peu de l'accouchement?» Et elle a le souvenir que Louise on s'entend un cri de préma et d'ailleurs les pleurs d'un bébé préma, c'est des petits bêlements, des petits miaulements, c'est pas du tout comme des pleurs et d'ailleurs après quand on est rentré à la maison, quand Louise a grandi, bah, quand ton bébé pleure finalement, tu te dis que ça va. Tu vois, Mm. tu relativises aussi beaucoup de choses après. Donc bref, petit miaulement, mais que moi j'ai pas entendu. Elle est sortie très foncée. Donc avec Tom, on était en mode, on a vu un eye contact. Enfin, on se l'est dit après en mode, on a trouvé ça trop bizarre l'un et l'autre. Mais bon, après on a compris que c'était la prématurité. Et donc elle est partie en soins direct. Puis après, donc ce que m'a expliqué Anne, la pédiatre, c'est ils essaient de faire un clampage tardif aussi. Donc on s'entend D'accord. en médical, clampage tardif égale 1 minute. Autre chose que de vouloir un placenta lotus ou de moins Ouais, laisser non, jusqu'à c'est la sûr. euh, Là, c'est ce qui est de plus en plus courant. Le placenta tardif, c'est 5 minutes. Mais déjà en 5 minutes, on obtient quand même beaucoup de choses. ouais. Ouais, alors que moi en projet physio et avec Anne ou Hélène, l'idée c'était qu'elle puisse venir au sein et qu'il y ait la délivrance du placenta, encore, accroché. Enfin moi c'est ce que j'avais imaginé. Mm. Je voulais pas forcément faire un placenta lotus et tout, mais tardif, tardif, quoi. Donc là, quand on m'avait dit: «Oui, c'est tardif, c'est 1 minute», j'étais en mode: «Ah, ouais, super tardif». On n'a pas les mêmes notions, mais c'est pas grave. Donc et en fait, ils le font, à hauteur, du vagin de la maman. Ok. Alors que des bébés à terme, ils essaient au moins de mettre le bébé sur le ventre ou sur la poitrine
et quand même de le faire dans la minute, mais à hauteur différente. Bon, voilà, c'est des risques médicaux dont elle n'est pas rentrée dans le détail, mais qu'elle m'a quand même expliqué. Et après, ils l'ont mise dans son petit sac plastique, ils l'ont pesée, 1,560 kg. Donc cool qu'elle soit au-dessus d'1,5 kg déjà. Carrément. Ouais, c'est un bon poids. Enfin, c'est le poids d'un bébé à 31 semaines, hein, mais c'est une grande barrière, les 1,5 kg. Qu'elle a dû rattraper après, parce que comme tous les bébés, elle a perdu du poids. Mais donc, petit sac plastique. Et puis là, ils me l'ont quand même ramené à mon visage pour que je fasse un petit bisou. Ils ont pris une photo de Tom, moi et Louise. Et je me rappelle, Tom me disait, mais souris! Et moi, j'en avais rien à foutre. Je voulais sentir l'odeur de Louise. J'étais pas du tout, tu sais, j'avais les yeux fermés. Ou il me disait, ouvre les yeux. C'était peut-être ça, ouvre les yeux. Moi, j'avais les yeux fermés. J'étais dans le moment où il me disait, mais ouvre les yeux pour la photo. Mais il Hmm. s'est pas rendu compte que moi, j'étais dans. Bah, je voulais juste sentir toutes les sensations de ce bébé que j'allais pas avoir pendant les prochaines heures. T'es en mode animal. Ouais, j'étais dans mon monde encore, je pense. Mhm. Et c'est vrai que je sais pas, j'avais pas vu la photo, alors que je suis très photo, hein. J'adore photo, vidéo, et je suis très contente de l'avoir aujourd'hui, cette photo, donc trop cool. Elle est préma, elle est toute petite, mais elle n'est pas creusée. Tu vois, elle est déjà. Ce qui est impressionnant, c'est les membres qui sont vraiment tout longs et pas du tout remplis. Mais de visage, elle était pas creusée. Et la tête bien longue, comme si elle était restée longtemps dans le bassin. Plein de cheveux, enfin voilà. Donc j'ai quand même pu la voir quelques secondes et elle est partie. Et donc là, délivrance du placenta, c'est un peu flou. Mais donc elle est partie avec Tom. Il a eu le soin de me donner mon téléphone avec moi pour qu'il puisse m'envoyer une photo quand il était avec elle. Il y a eu la délivrance du placenta qui a été faite hyper vite. Je sais même pas s'ils m'ont mis de l'ocytocine de synthèse ou pas parce que j'étais branchée. J'ai pas de souvenir. Je me rappelle qu'ils ont jeté mon plat. Donc je lui avais dit que ça m'intéressait. Donc elle m'a montré la sage-femme, tout ce qu'il y avait, puis ils l'ont jeté. Et après, la réunion, fallait pas que je le jette, il faut qu'on fasse des tests. Donc, elle l'a récupéré quelques minutes plus tard, je pense. Mais c'était chouette parce qu'elle a pris le soin de me montrer le côté du bébé et le côté de la maman. Comme c'est bah, voilà, des choses qui m'intéressent, qui me fascinent, j'étais contente qu'elle le fasse. Et puis après, je me suis retrouvée vraiment toute seule. Donc, on m'avait donné une petite pipette pour que je fasse l'expression manuelle et pour que je puisse avoir les premières gouttes d'or pour Louise parce que j'avais quand même pour projet d'essayer d'allaiter, même si c'était une préma. Et c'était un très, très, très long parcours. Et donc, hyper important de stimuler, d'être en hyperlactation. Et puis, c'est un bébé qui est nourri par sonde. Elle a été nourrie par sonde pendant 2 mois et demi. Donc, je tirais mon lait et puis on lui donnait mon lait par sonde. Et donc, on l'a commencé à la mettre au sein à partir d'1 mois. Donc, en tout cas, il fallait que je sois en hyperlactation pour que le moment où on sent que le bébé est prêt et a suffisamment d'énergie pour venir téter, le lait vienne très facilement. Hmm. Il n'est pas à avoir ses premières tétées où c'est juste de l'expression le temps que ça vienne. Donc là, donc voilà, c'était ma mission. C'était tu tires ton lait, tu fais l'expression manuelle. Donc je faisais ça toutes les 2 h 30, 3 heures, tout le temps, tout le temps. Donc je me retrouve toute seule sur cette table d'accouchement. Et j'avais ma petite pipette pour essayer de faire mon expression manuelle et essayer de récolter. Et je me rappelle que la petite seringue, elle était pleine. J'étais toute seule. Il y a quelqu'un, il m'en fallait une autre et j'étais toute seule et j'étais là, restée à me dire bon. Donc hyper étrange. J'ai appelé ma maman à ce moment-là pour lui dire Louise est née, ça va bien. J'étais contente de pouvoir être en contact avec quelqu'un. Et puis je sais que Tom était avec Louise pendant les premiers soins. Il m'a envoyé une photo de son petit doigt du petit doigt de Tom entrelacé dans la main de Louise. Hmm. Donc, c'est minus, minus. Mais on n'avait pas non plus, c'est notre première fille, hein, notre premier enfant, donc on n'a pas de moyen de comparaison. Bah oui. Donc, ce qui est plutôt bien, en fait. Donc voilà, je savais qu'elle était bien accompagnée et que Tom était avec elle pour ses premiers soins. Alors après, il peut pas rester avec elle, enfin ça dépend hein, des parents, des hôpitaux et de ce qu'ils mettent en place, mais il reste pas avec elle quand ils lui mettent les cathéters pour la nourrir. Donc il est revenu me voir moi. Et puis, j'ai eu la chance, hein, pas de péri, pas de déchirure, rien. Donc j'ai dû attendre un petit peu avant de la voir. Et je crois qu'ils avaient fait les premiers soins. T'es restée combien de temps toute seule alors du coup? J'ai l'impression au moins 1 heure, mais en fait, peut-être beaucoup moins. Je me suis sentie hyper seule. Et puis après, il y a quelqu'un qui est venu me voir et puis ils m'ont mis dans une autre pièce en attente pour vérifier que tout va bien. Je pense que c'est comme ça que ça se passe. Et moi, je me rappelle, j'avais très, très, très envie de faire pipi. Et je disais, mais c'est bon, est-ce que je peux aller dans ma chambre? C'est Ouais, t'étais fini. toujours branchée là. Ouais.
Et je voulais voir mon bébé, mais je pouvais pas parce qu'elle était en train d'être, voilà, de faire les premiers soins. Donc j'ai pu rentrer dans ma chambre, faire pipi et repartir, voir Louise. Mais j'ai pas pu la toucher. Elle était dans sa bulle, donc elle était en réa. Elle est restée en réa 5 ou 6 jours. Elle est restée en réa 6 jours et donc elle était dans sa bulle, mais on a pu la voir. Elle avait une énorme tétine, mais vraiment, je ne m'attendais pas à ça, qui prenait la taille de tout son visage. Parce qu'en fait, ils mettent un peu de glucose dessus, pour, mettre, les cathés et pour, que en fait, ça apaise la douleur, premier soin et ils nous ont dit: «Bonne nouvelle, on a pu lui mettre, le cathéter dans le nombril». Alors qu'avant, en tout cas, il le faisait souvent dans le bras et que maintenant, il commence à le faire dans le nombril, ce qui permet normalement de pouvoir prendre ton bébé en peau à peau plus rapidement. Ah, Donc génial. ouais, donc on a pu aller la voir, mais on est reparti dans notre chambre. Mais je me souvenais pas qu'on avait pu la voir entre-temps, mais j'ai relu un peu, mes notes. On a dormi un petit peu, donc j'ai accouché à 1 heure du matin. Je crois que je sais pas à quelle heure je suis rentrée dans ma chambre. J'ai dormi 2 3 heures. Je leur ai demandé un resserrage de bassin. Donc ça, hyper cool. Moi, j'ai été formée aussi avec De Gasquet, en pré post-natal et je sais que enfin voilà, c'était quelque chose qui était important. Et il y a une des sages-femmes qui m'a dit: «Ah, mais il y a une nana qui sait le faire dans le service, je vais la chercher». Donc elles m'ont fait avec des draps, elles m'ont juste un petit peu serré le bassin. J'ai dormi 2 heures et à 10 heures, on m'a dit: «C'est bon, vous pouvez aller voir votre bébé». Et j'ai fait mon premier pot à pot avec Louise. C'était ouf. Le pot à pot, c'est salvateur, autant pour le bébé que pour, les parents, je pense. J'ai déjà j'ai de l'émotion rien qu'y penser, mais je Bah pense ouais. les premières semaines, au moins, dès que j'avais Louise en pot à pot, j'avais des larmes de joie et tu as Mmh. l'impression que tout va bien. Tu as ton bébé contre toi, il est paisible, tu es paisible, ça soigne tout. Donc le pot à pot a été notre quotidien, pendant 2 mois et demi, 20 heures sur 24. On avait la chance Moi, j'ai eu la chance d'avoir une chambre en pâteau du coup, la même que j'avais quand j'étais, hospitalisée avant la naissance. Chambre en pâteau, normalement c'est 12 jours quand tu as un enfant qui est hospitalisé et donc j'étais en mode: «OK, j'ai 12 jours où je peux dormir à l'hôpital, je ne quitte pas mon bébé». Bah ouais. Donc je reste là. De toute façon, ils m'ont dit qu'il fallait que je tire mon lait, donc si je tire mon lait, c'est à côté de mon enfant. J'allais dans ma chambre en pâteau seulement de 3 à 6 heures du mat à peu près pour dormir. C'est tout. Sinon je restais avec Louise le plus possible et on se relayait avec Tom. Donc un tout petit bout comme ça. En réa, tu touches pas à ton bébé tout seul, elle est dans une bulle complètement et c'est les puères qui, te déposent le bébé sur toi. Tu restes le plus longtemps possible en peau à peau pour, préserver l'énergie de l'enfant. Dès qu'il est bougé, en fait, le nerf de la guerre, c'est les grammes, hein, donc c'est qu'ils prennent du poids et donc qu'ils dépensent le moins d'énergie possible et donc tu restes le plus longtemps possible et c'est souvent l'appel de la vessie d'ailleurs qui fait que, tu switches. Donc le 1er pot à pot, c'est moi qui l'ai eu avec Louise puisque Tom m'a dit: «Ben, moi, j'ai pu être là pendant ses premiers soins donc à toi l'honneur». Et voilà, donc un chouette quotidien à être, juste en réa, à rien faire d'autre qu'être en pot à pot avec notre bébé et quand même, elle devait avoir beaucoup de séances d'UV. Enfin, nous, on les appelait comme ça, je sais même plus le vrai nom, mais c'est, initialement pour, gérer l'hémoglobine. Les bébés qui ont souvent des jaunisses à la naissance, ils ont ça. Oui. Là, c'est encore le stade d'avant, comme elle est préma et qu'elle était très foncée, c'était ça, c'est de la gestion de l'hémoglobine et donc elle avait des séances d'UV, à peu près 3 heures par jour ou ça dépendait et ce qui était la période où on ne pouvait pas la toucher et dans sa couveuse et qui nous obligeait à aller dans notre chambre et à se reposer, à rien faire. Moi aussi, j'avais parfois les sages-femmes qui venaient me faire des soins, vérifier que tout allait bien. Mais c'était un peu notre pause obligatoire, c'était les séances d'UV de Louise C'est marrant parce et que au final, ça te fait un peu comme, un mois d'or, mais ouais. d'une autre manière. Bah, figure-toi que mon mémoire pour ma formation du mois d'or, c'était comment s'instaurer un mois d'or en néonat. En Mmh. néonat, c'est possible même si on l'a pas pu l'anticiper. C'est vraiment un mindset à avoir et tout ce que tu peux mettre en place pour t'offrir un moment et une bulle de douceur aussi. On s'entend que nous, on a vécu à l'hôpital, donc après les 12 jours de patho, même à partir du jour 8, les pédiatres voyaient qu'on était H24 avec Louise, qu'on avait pas d'autres enfants à la maison, qu'on a mis nos boulots en stand-by et aussi qu'on avait un projet d'allaitement. Ils favorisent aussi ça pour les parents et à Calais, il y a 2 chambres en donc tu as la réanimation, après tu as les soins intensifs et après les soins continus. Nous, on est restés longtemps en soins intensifs. Donc 6 jours de réa, où là, tu peux pas dormir, tu as pas de lit, hein, dans les chambres de réa, tu as vraiment juste un fauteuil que tu allonges.
où on passait notre vie. Et je pense qu'ils se sont rendus compte qu'on était prêts à s'investir beaucoup, 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 beaucoup pour notre fille et pour qu'elle grandisse bien. Et au bout du 8e jour, ils me demandaient comment ça va, comment ça allait. Et je leur ai dit, je peux pas imaginer rentrer chez moi sans mon bébé. Je peux pas imaginer rentrer dormir à la maison, quitter l'hôpital sans elle. C'était hyper bizarre comme sensation de se dire, j'ai plus mon bébé dans mon ventre et j'ai pas de bébé avec moi en fait. Ce qui fait que je crois le premier mois à l'hôpital, je suis sortie peut-être 2 fois sur le parking. Mais sinon, je quittais pas la chambre de Louise. Mmh. L'hôpital de Calais est hyper bien fait. Il est très récent, il a 11 ans, je pense. Donc il y a un vrai café pour les parents. Il y a même une chambre dans le couloir. Il y a même une chambre, 2 chambres, 2 petits studios que tu peux réserver pour les parents qui habitent loin et qui n'ont pas de lit dans la chambre de leur enfant. Donc c'est hyper bien fait pour nous. Et au bout du 8e jour, ils nous ont annoncé qu'on avait une chambre parent-enfant. Donc, ils l'appellent mère-enfant, mais moi, je trouve que c'est parent-enfant parce que Tom a été hyper présent tout du long. Il a dormi avec nous tous les soirs pendant 2 mois et demi. Et donc, on a eu une chambre avec la couveuse de Louise et puis un lit de chaque côté, quoi. Moi, un Waouh! vrai lit et Tom, un lit qui s'ouvre. Ça a tout changé. Ça a tout changé, en fait, de pouvoir être avec ton bébé tout le temps. Et Louise, elle a été plutôt paisible. Dès le début, on l'a pas sentie en souffrance ou très peu. Et donc, on savait que c'était juste qu'elle avait besoin de temps. Et tu croises la route d'autres parents aussi qui, eux, vivent d'autres formes de la prématurité. Quand tu croises des parents qui ont un bébé qui est né à 700 grammes, ils sont déjà là depuis 1 mois et leur bébé fait même pas 1 kilo, ou a eu telle ou telle chose, tu te dis, ok, on a de la chance. Franchement, Mmh. nous, on s'est dit avec Tom, on a de la chance. On a de la chance et quand le parcours préma se fait à peu près normalement, tu vois juste ton bébé grandir et aller mieux de jour en jour. Donc, c'est l'inverse de la maladie, en fait. Bah oui. Donc, c'est long, il y a des hauts et des bas, c'est certain, mais on a été tellement bien accompagnés, tellement bien portés par tout l'amour, par les soignants. Moi, j'étais aussi un peu dans mon élément, tu vois? J'ai appris plein de choses, j'ai pu avoir des discussions passionnantes avec beaucoup de puères. C'est des gens la plupart, c'est des femmes, nous, mais des femmes passionnées qui prenaient le temps de nous expliquer les soins, qui nous ont rendus acteurs assez vite parce que c'est ça aussi qui est difficile avec, quand tu as un bébé hospitalisé, c'est quelle place tu trouves en tant que parent. Et oui. Parce que, bah, au début, tu peux pas porter ton bébé, tu peux pas faire les soins. Donc ils nous ont rendus acteurs assez vite et voilà, ils t'offrent un carnet de vie, dès le premier jour, de naissance. Tu as un petit carnet, ils prennent des photos, pour pouvoir suivre, Mmh. tout tout toutes ces étapes de vie. Ils essaient vraiment de créer du lien, entre les parents et leur enfant. Parfois avec un enfant qui reste tout seul à l'hôpital quand les parents doivent retourner, trouver leur aîné à la maison ou voilà, c'est un long chemin la prématurité et je pense qu'on l'a vécu de la meilleure des façons possibles, hyper entourés. On a été assez clair avec nos proches, on a besoin de bouffe Ah parce bah que la oui. bouffe est vitale. C'est pas ça, moi je suis végé en plus donc autant dire que c'était pas l'éclate et on a été nourris, mais à chaque fois on recevait de l'amour dès qu'on ouvrait un nouveau petit tube, on avait souvent des petits mots sur, bah, moi mes copines naturaux, c'est bon pour ça et c'est bon pour ça. On avait du plaisir à prendre notre pause pour aller, bien manger. Ma maman, elle avait dit à toutes ses voisines, «Faites tout en double ou donnez-moi vos restes» et puis elle venait nous déposer ça. Ma belle-mère, elle cuisine trop bien, elle nous a gâtés avec des bons petits plats. Donc ça, c'est un vrai point et j'ai retrouvé vraiment l'importance du mois d'or là-dedans aussi de recevoir de l'amour par la nourriture qui est faite, aussi, pour toi, pour soutenir les parents. Qu'on ait les bonnes énergies aussi pour être là pour Louise. Donc une petite warrior qui avait envie d'être là et qui va trop bien et que j'ai pu allaiter pendant 7 mois. Donc les premières mises au sein, c'était après un mois à peu près, parce qu'elle avait pas une bouche assez grande et puis, il fallait vachement préserver son énergie. On a réussi, un long parcours, mais on a réussi à j'avais comme ce sentiment de me dire: «J'ai pas réussi à mener ma grossesse à terme», même si on sait et on me l'a dit: «C'est pas de ta faute», mais d'un côté, quand ça va, tu te dis: «Bah non, j'y suis pour rien, c'est sa naissance qu'elle a choisie», mais quand tu es dans le blues et que tu as un petit coup de down, tu te dis: «Ben, qu'est-ce que j'ai pas réussi?» Mmh. Donc c'était important pour moi de me dire: «J'ai envie d'y arriver, j'ai envie de réussir à allaiter et je vais tout mettre pour y arriver». C'est-à-dire, des réveils la nuit alors que ton enfant il pleure pas et puis, tu donnes le sein 20 minutes, tu pèses ton enfant avant et après pour savoir combien il a pris et tu complètes après à la seringue. Donc
tu donnes le sein un petit peu comme tu peux, comme elle arrive. Et puis après, tu la pèses. Et puis après, en fait, toi, tu dois tirer ton lait. Donc, tu n'as même pas ton petit câlin de après tétée. Tu vois, tu dois Hmm. déjà reposer ton bébé. Donc, c'est beaucoup de choses qui sont pas naturelles, en fait. Mais on a réussi à se créer un environnement plein d'amour. C'était une expérience bouleversante, mais je pense qu'on a eu beaucoup, 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 beaucoup de chance. Je pense qu'on a été très chanceux. Et elle a bien grandi. Et le pot à pot, c'est le meilleur pour les bébés Fréma. Donc voilà, on a passé notre vie à poil pendant, pendant 2 mois et demi. Hyper chaud, on avait que nos bandeaux, moi avec 2 petits trous pour pouvoir tirer mon lait en plus. Et puis, on passait notre vie avec nos bandeaux dans une chambre hyper chaude. Et puis d'avoir notre petit bébé avec nous, quoi. J'imagine que tu lui parlais pendant tout ce temps. Vous lui disiez quoi? Moi j'ai mis longtemps à lui parler quand j'étais enceinte. Hmm. Puis j'ai eu un déclic. On a fait de l'autonomie aussi, c'était incroyable avec Myriam. Et on a commencé à vachement communiquer avec Louise pendant les séances d'apto et après aussi. Et puis moi, à partir de ce déclic-là, j'ai pu arrêter de lui parler. Et donc c'était assez cool. Pendant toute la période de naissance, on lui a expliqué que c'était pas le bon moment, mais que si c'était le moment qu'elle avait choisi, on serait là et qu'il y avait plein d'amour autour d'elle. Et puis on lui a tout le temps parlé. On lui a tout le temps parlé. À l'hôpital, moi, je lui chantais beaucoup de mantras, Hmm. beaucoup, beaucoup de mantras. Puis et puis Tom, il lui parlait de tout. Et ça a été très étonnant de voir combien mon mec a été à l'aise avec un si petit bout de chou. Il faut vraiment imaginer que c'est un tout petit bébé que tu portes, qui est branché, que tu dois débrancher pour faire les soins, rebrancher après. Elle a eu un respirateur, mais pas pendant si longtemps, mais une sonde dans le nez quand même pendant 2 mois et demi. Et Tom, il était mais d'une aisance hallucinante, hallucinante. Il s'est vraiment, depuis la naissance de Louise, il a des yeux qui brillent comme j'ai jamais vu. Moi qui pensais que ma vocation c'était d'être mère, ben lui, clairement, il était fait pour être papa. Vraiment, c'est hallucinant. Ils ont un lien d'ailleurs tous les deux aujourd'hui qui est magique. Tous les trois, on a un lien très très fort. Est-ce que c'est dû à ce huis clos pendant, pendant 2 mois et demi ou simplement voilà, notre rôle de parent? Mais ouais, on lui a beaucoup parlé, on lui a expliqué les choses, on a chanté avec elle, on lui partageait, je lui ai raconté sa naissance. On a eu les sages-femmes qui étaient là à l'accouchement, qui sont venues nous revoir en néonat plusieurs fois. On n'a pas pu recevoir de visite dans la chambre, seulement les grands-parents, ce qui était un mal pour un bien. Et puis, euh, c'est impressionnant, hein. Nous, on était dedans, mais c'est impressionnant de voir un bébé branché comme ça. Hmm. Donc, on voulait pas non plus que la réaction de nos proches nous touche trop. Hmm. De les voir impressionnés par ça, on avait peur que ça nous bouleverse aussi. Et donc, on n'a pas envoyé de photos à la naissance de Louise. On s'est dit, ben, c'est son intimité, elle est pas finie, donc on a eu du mal à partager des photos. On a mis longtemps. Au final, on en a pris plein. Tom, il est photographe et vidéaste, donc on en avait pris plein qu'aujourd'hui, je suis très contente d'avoir et de revoir. Mais on a mis longtemps à partager et on a eu que les grands-parents qui sont venus dans la chambre de Louise parce que gants, blouse, Ouais. masque, c'est très, très stérilisé. Moins maintenant, quand j'y retourne, je vois qu'ils ont plus le masque, par exemple. Et puis on était encore en période Covid, Ouais, machin, bah pourtant, pas Covid, mais je pense que ils étaient encore il y avait encore beaucoup de des restrictions. règles assez strictes sanitaires, ouais. Et après, on a des copains qui sont passés quand même, parce que donc, nous, tous nos copains étaient à Lille, donc on était quand même loin, on était à 1 heure et demie de tous nos proches. On a des copains qui passaient à l'hôpital, on se retrouvait dans le hall, ou alors on sortait manger un bout avec eux, donc ça, c'était hyper, hyper chouette aussi de les avoir, et de sortir un petit peu, même si, comme je disais, c'était trop bizarre de sortir de pas se sentir parent quand tu sors de l'hôpital, de pas avoir ton bébé avec toi. Hmm. Et Tom, il m'a vraiment obligée à sortir de la maison, sortir de l'hôpital pour prendre un peu d'air, pour réussir à tenir sur la durée. On a pris en photo presque tous les soignants de Louise, ces petites fées, comme on les appelle. Elle a un beau cadre dans sa chambre avec des photos des soignants qui l'ont accompagnée. Alors, elles sont plus de 70 puères à tourner, à caler, mais il y en a que tu revois plus souvent quand même. Et il y en a avec qui, évidemment, tu connectes plus. Mais
Tu te rends compte de l'importance d'un village, de l'amour que tu reçois, Mm. l'énergie que tu reçois, que ce soit pendant une grossesse, mais aussi pendant le postpartum et pendant des aventures un peu exceptionnelles comme ça. Donc, ouais, reconnaissance absolue pour tous ces soignants, encore plus le fait d'avoir vécu un peu dans leur quotidien. Mm. Tu dis beaucoup que tu as eu de la chance, que vous avez eu de la chance, mais je pense aussi que enfin, tu l'as choisi et tu l'as créé cette chance. Parce que quelque part, bah, pendant ta préparation, tu as choisi ces deux sages-femmes-là, Mm. qui, au moment où tu as l'impression que tout va capoter, là, elles te donnent Mm. la bonne info. Elles te disent, va à tel endroit. Et tu t'es entouré des bonnes personnes, en fait, en amont, qui ont fait aussi que tu as atterri au bon endroit, avec les bonnes personnes, d'autres personnes qui ont pris soin de vous. Et on ressent beaucoup de calme et de douceur, en fait, dans ce que vous avez vécu, en tout cas, à travers ce que tu racontes aujourd'hui. Ouais, on sent vraiment que cette phrase qu'elle t'a dite, Hélène, reste dans ta bulle, restez dans votre bulle, tous les trois, et toi avec ton bébé, bah, tant qu'il était dans ton ventre. Ça a vraiment porté tout ce qui s'est passé derrière. Et Complètement. ça t'a permis de vivre les choses de manière la plus sereine possible. Puis Ouais, je pense reconnecter à l'essentiel, la naissance du bébé, euh, la création d'une famille. Ouais, il peut se passer tout ce qui se passe autour, mais oui, je pense que l'essentiel, c'est cette connexion et ça a été vraiment tout ce qu'on a essayé de rechercher pendant la grossesse et aussi combien nous ont guidés les personnes qui nous ont accompagnés. Ça, c'est certain. hmm, Et je pense, enfin, je sais, en ayant discuté avec ma maman notamment, que le fait qu'on soit clair sur on a besoin de ça, on n'a pas besoin de ça, on souhaite que ce soit comme ça et pas comme ça a été aidant pour eux de savoir quelle posture avoir vis-à-vis de nous. Et après, je sais que Tom, enfin, on craquait tous les deux avec Tom, hein, on sortait pour qu'elle le ressente pas. Parce que tu essaies quand même d'être très fort avec ton bébé, tu sais que c'est une éponge aussi et que toi, tu veux juste de lui donner de la force et de l'amour, mais oui, que tu as des émotions quand même. Donc je sais que Tom allait passer des appels de son côté, et puis moi pareil, et puis tous les deux, quand on se retrouvait dans ma chambre en pâteau, notamment, parce qu'il faut garder le lien même entre nous deux. Tu sais, t'as pas hmm, d'intimité pendant 2 mois et demi, hein. c'est T'es ça. dans une chambre où il y a du passage comme dans un moulin, et puis t'as pas cette intimité, tu dors pas l'un contre l'autre pendant 2 mois et demi, donc garder contact tous les deux et on était vraiment sur la même longueur d'onde. Et il a pris une place, mais génialissime, quoi. Autant dans le pot à pot que dans l'aide pour mettre les étiquettes sur tous les petits tirages de lait, qui c'est quand même un certain taf, Bah mine de ouais. rien, et autant. Toute cette gestion-là, ouais, non, on a vraiment fait une équipe incroyable. Autant nous, notre trio, que ceux qui nous ont entourés. Vraiment, vraiment. Mais je pense que c'est un chemin de vie de s'entourer des bonnes personnes, hein. On Bah arrive oui. à un stade et à un âge de nos vies où, peu importe les épreuves qu'on a passées avant cette naissance exceptionnelle de Louise, on était déjà entouré que des personnes ouf dans nos vies. Et comment s'est passé le retour? Comment ça vous a été annoncé? Comment vous l'avez pris? Est-ce que vous voyez les choses venir ou est-ce qu'on vous avait donné un petit peu un timing? Comment ça s'est déroulé en fait, ça, globalement? Alors, quand tu arrives, en tout cas, au stade de prématurité de Louise, ils nous ont dit, grosso modo, faut imaginer que vous sortez à peu près à la date de son terme. D'accord, donc Donc, 3 mois. ouais, 2 mois et demi. On est arrivé le 10 février à l'hôpital. Mhm. J'ai perdu les os entre le 10 et 11 février. On est parti le 26 avril, Mhm. le jour de son terme. Normal. Et nous, on s'était dit, comme elle allait bien, en fait, c'est ça. Et en fait, elle allait bien, Louise, assez vite. Assez vite, elle allait bien. Chaque bébé a souvent une difficulté. Soit c'est le cœur, bradycardie ou tachycardie à fond, soit c'est la gestion de sa propre température, soit c'est l'alimentation. Et Louise, c'était l'alimentation. D'accord. Parce que je pense aussi on a fait le choix de l'allaiter et donc ça prend plus de temps parce que ça lui demande plus d'énergie. Donc ça a été un long combat aussi de se dire vas-y, sinon on arrête et puis on rentre plus tôt chez nous.
Et ce qui est difficile, c'est quand ton bébé commence à aller bien, c'est quand elle passe la barre des 2 kilos, que tu te sens autonome avec ton enfant. On a même posé la question aux soignants, bah là, si on a envie de partir, est-ce qu'on peut? Et ils nous ont dit non, si vous voulez partir avec votre bébé maintenant, c'est du kidnapping en fait. Laisse tomber, Ouais. l'après-midi, j'avais un psychologue dans ma chambre, hein. Bah ouais, tu Mais m'étonnes. donc c'était long. La fin, vraiment, nous, on était hyper autonomes avec elle. On était passé sur un process presque d'allaitement à la demande, où on ajoutait du lait dans la seringue en fonction de comment on sentait sa prise, de, enfin, la quantité de lait qu'elle avait pu boire. On gérait les pipettes, on gérait les bip on gérait les débranchages, rebranchements, rebranchages nous-mêmes. Et puis, on voulait rentrer chez nous. On voulait la liberté, on voulait qu'elle puisse découvrir l'air de l'extérieur. On voulait ne plus être dérangée la nuit, donc on avait vraiment hâte. Franchement, on avait vraiment hâte. Et c'est difficile parce qu'ils sont sur des process très réglementés il faut la nourrir toutes les 3 heures. Et moi, je trouvais qu'on finissait d'être dans un cercle vicieux on la gave, donc elle a pas faim, donc elle arrive pas à allaiter, donc à téter. Donc voilà, on était dans un cercle vicieux. Et puis, si elle avait pas pris X grammes pendant X jours, et ben, elle était pas prête pour sortir. Alors que nous, on disait juste, mais elle sait, on sait, elle sait. Laissez-nous, laissez-nous Mm. rentrer, laissez-nous être à notre rythme. Mais bon, évidemment, c'est du médical et c'est important. Et c'est important et on a été suivis jusqu'au bout et on a eu beaucoup de chance. Mais donc, on avait très, très hâte de partir. Tu Alors, m'étonnes. il y a beaucoup de parents préma qui ont peur de plus avoir un enfant branché, notamment les bébés qui font des DSAT ou ce qui est arrivé à Louise, hein. D'ailleurs, on voit dans ta chambre, tu as les notions de ton enfant et puis dès qu'il y a une urgence dans une autre chambre, tu le vois. Tu as l'écran qui se met et tu vois les courbes. Et dès que je voyais une courbe, donc d'ailleurs les puères, elles regardent. Si c'est urgent, elles disent: «Je reviens». Elles sont incroyables de réussir à pas te transmettre un stress d'un autre enfant, mais tu sais qu'il s'en passe des choses dans les autres chambres. Et donc dès que tu vois ce qui se passe dans l'autre chambre, tu pries pour le bébé, tu lui envoies toutes ses Oh. forces, enfin, tout ce qu'il faut, quoi. Mais donc nous, hyper à l'aise de se dire, elle sera débranchée et puis ça va très, très bien. Ça va aller très, très bien, qu'on ait plus de bip bip, on était très, très confiants. Donc le retour à la maison, c'était incroyable. C'était incroyable. C'était pas du tout les premiers jours où tu arrives déboussolé chez toi. Nous, on était en mode: «Waouh, c'est trop bien!» Enfin, on était comme des fous, quoi. Et tout le monde dit: «Ça a été la première nuit, chez vous, pas trop dur?» Et attends, mais non, enfin, nous, on est parents depuis 2 mois et demi, en fait, Tu m'étonnes. et c'était ouf. Donc ce qu'on a adoré, c'est cette sensation de vraiment se sentir libre, une fois sorti de l'hôpital. Et moi, de pouvoir l'avoir contre moi en porte-bébé, camouflé sous mon gros manteau comme mon plus beau trésor, et enfin être sur la plage avec mon bébé après 2 mois et demi d'un bébé qui est scotché à l'hôpital parce qu'elle est branchée. Donc là, de pouvoir être enfin avec mon bébé dans mes bras, mon bébé qui va bien, nous qui allons bien, et puis la chance de découvrir cette nouvelle vie à la mer aussi, ce nouveau chez nous, parce qu'on était là que depuis quelques semaines quand j'ai accouché. Donc voilà, donc c'est vraiment ouais, cette sensation de liberté qui a été assez, assez folle. Et puis malgré tout l'amour et la gratitude, la reconnaissance qu'on a pour les soignants, d'être juste, nous, en tant que parents, pour s'occuper de notre enfant, c'était ouais, une grande, grande étape. Ça doit vraiment être étrange en fait et en même temps libérateur de plus être accroché à ses fils, d'avoir autant de protocoles et de d'attention sur des multiples points pour pouvoir Mmh. t'occuper de ton enfant. Et Là, les bip bip dans les ah oreilles tout le oui. temps. Oh. Puis Ah d'autres enfants oui, qui pleurent aussi. Enfin, on reste dans un carrément. service de néonat, hein. Ouais. Et bien justement, tu vois, on en avait parlé avec Bertie sur un autre podcast. Euh, Elle, la petite, elle a quand même eu des pleurs la nuit qui étaient un petit peu dues au stress, tu vois, comme si elle a été plus du tout rassurée de plus entendre ces bruits-là, tu vois. Mmh. Chez le bébé, ça avait créé un petit stress.
Et apparemment, c'est quand même assez fréquent. Puis on a d'autres qui le vivent très très bien. Ouais. Mais pour les parents, ça doit vraiment être les vacances. Vraiment. Prenez des masques, des boules qui est. Enfin bon, il y a plein de Ah tips à ouais. avoir quand tu commences à vivre à Les casques l'hôpital. Mais anti-bruit, ça peut être génial aussi, ouais, tiens. ouais. Mm. Les soirs où on savait que c'était Tom en alerte, bon, une fois qu'on est rentré à la maison, versus où c'est moi qui étais en alerte, on dort trop bien quand c'est l'autre, quand on sait que l'autre il gère. Mm. Moi qui ai un très gros sommeil, j'avais peur de jamais me réveiller quand mon enfant pleure. Mais je peux te dire que oui, à l'hôpital, il fallait mettre un réveil, hein. Quand ton bébé il pleure pas et que tu dois te réveiller pour tirer ton lait. Ah bah ouais, c'est vrai. Eh ben, en tout cas, merci Joe pour ce témoignage qui est vraiment inspirant. En fait, rien qu'en échangeant avec toi, tu vois, je me sens calme. Je suis un peu nature speed en moi, pour ceux qui me connaissent. Et tu vois, là, on ressent dans ton récit que il y a un grand calme qui est cultivé chez vous. Mm. Alors, j'imagine que ça doit pas être facile, que ça n'a pas dû être facile tous les jours. Effectivement, comme tu l'as dit, il y a eu des moments de craquage, voilà, d'un côté comme de l'autre. Que, que voilà, il peut aussi y avoir peut-être encore maintenant, je ne sais pas, des moments où c'est un peu difficile quand on y repense. Mais Mm. en tout cas, globalement, je trouve que vous l'avez vécu avec de la douceur et ça se ressent, en fait. Clairement. Et je te rassure, moi je suis très speed aussi et c'est surtout Tom qui est, qui est une force tranquille et puis je pense, ouais, ce rôle de parent qui finalement, te met à donner à ton enfant aussi ce dont il a besoin et je pense que c'est ça dont elle avait besoin à ce moment-là et on l'a senti, paisible et apaisé tout le temps donc plus beau des cadeaux, quoi. Donc merci à toi, Marie-Laetitia, pour ce que tu fais pour le podcast et puis pour, de promouvoir aussi toutes ces naissances, pouvoir en partager au plus grand nombre, c'est chouette. Mmh. Bah, ce que j'aime bien, en fait, dans ces échanges qu'on a ensemble, donc je dis ensemble avec toi, mais avec toutes les autres femmes. Et d'ailleurs, je vais bientôt aussi interviewer un papa et ça, c'est super chouette. Cool. C'est justement de pouvoir apporter des pistes de réflexion sur l'enfantement. Euh, Peu importe comme il se passe, peu importe quels sont nos projets, nos envies, nos Mmh. valeurs, notre rapport au naturel, à la spiritualité. Enfin voilà, il y a vraiment divers témoignages ici. Et, euh, et je trouve ça vraiment puissant en fait de pouvoir s'échanger ces histoires-là. Et je trouve que chaque personne est hyper inspirante et nous permet aussi de pouvoir parfois avoir des pistes de guérison pour nos propres vécus Mmh. et, et puis des nouvelles approches pour un enfantement futur si on en désire ou si on voit des femmes autour de soi qui vont donner la vie. Je trouve que c'est important en fait de pouvoir témoigner et de laisser la parole libre à ce sujet. J'aimerais bien que tu nous dises un petit mot de la fin, ce que tu as envie peut-être de conseiller à des parents, euh, que ce soit en tant que femme et mère qui l'ait vécu ou en tant que doula, qu'est-ce que tu auras envie de transmettre à des parents qui sont voilà, sur le point de donner naissance à un enfant prématuré. Je peux en dire 2? Ah oui, vas-y. Valables pour, une naissance préma ou non, je dirais, entourez-vous des bonnes personnes Mm. et osez demander, enfin, être suffisamment en confiance avec ces personnes pour demander l'aide si besoin et vivez le moment présent. Mm. Merci, Joe. Plaisir. Merci beaucoup pour ces précieux conseils, ton précieux témoignage. Longue vie à Louise et à votre famille qui est très inspirante, à votre couple aussi qui visiblement vraiment est déjà très fusionnel, mais qui, à mon sens,
de ce que je perçois à l'extérieur, en est ressorti encore plus fort. Et moi qui suis une amoureuse de l'amour, tu vois, ça me donne les larmes aux yeux. Donc voilà, C'est beau merci l'amour. beaucoup, Jo. Merci. Puis, Et, et force à tous les parents qui vivent la prématurité en ce moment ou qui l'ont vécu, et à tous ces petits warriors qui naissent un peu plus tôt, mais qui ont envie de vivre à fond. oh oui, merci beaucoup. Merci, Et merci à merci à toi. tous les auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast et en attendant, prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté ce nouveau numéro de Naissance en conscience. C'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. N'hésitez pas à venir échanger avec moi sur Instagram, sur mon compte @ma.doula.holistique. Vous trouverez d'autres informations sur le sujet évidemment, ainsi que tous mes accompagnements pour vous aider à traverser cette période incroyable de la naissance. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro et d'ici là, prenez soin de vous.